Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, quand la data permet d'augmenter certains métiers, notamment les RH, mais aussi les directions financières. On en parle avec Xavier Gomez, cofondateur d'Invio. Il est notre invité. Smart et réglo, un point de droit chaque semaine. Et on parle des accidents du travail mortels après les annonces du secrétaire d'État. On en parlera évidemment avec Étienne Pujol qui est avocat en droit du travail dans Smart et réglo. Puis le cercle RH après le travail hybride. À quoi va ressembler le futur du travail? Eh bien, on en parlera à l'occasion d'une étude, d'un baromètre présenté par l'ANDRH et le BCG. Ils sont nos invités. Et puis fenêtre sur l'emploi, recruter autrement sur les réseaux sociaux. On en parlera avec Gauthier Bailleul, fondateur d'Hippolyte RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on va parler de data aujourd'hui parce que les data peuvent vous accompagner pour améliorer ou augmenter la qualité de votre travail et la qualité de certains métiers. On en parle avec Xavier Gomez. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Invio. Vous l'avez créé en 2018. Premier marketplace de gestion de la data en France. D'abord un petit mot sur vous parce que après un parcours scolaire très bon niveau, vous êtes parti dans la banque. Vous avez fait quoi? De l'investissement? Oui, j'ai eu la chance de savoir assez tôt ce que je voulais faire. Donc, parcours classique, grande école de commerce, et puis après, rentrer dans... HEC et Massachusetts Institute. Oui, par la suite, effectivement, en troisième cycle, et le MIT à la fin qui m'a fait bifurquer vers l'entrepreneuriat, on va dire. Qu'est-ce qui vous fait changer vous aussi, finalement, de métier? Qu'est-ce qui vous fait vous dire, en 2018, la data va tout bousculer? C'est une réflexion avec un collègue de travail avec lequel j'ai cofondé l'entreprise, notamment Alexandre Vellouti, qui nous a fait réfléchir au quotidien, puisqu'on perdait un temps fou à aller collecter de la donnée. La donnée, c'est des articles, de la vidéo, pour faire de super présentations afin que nos gros clients internationaux et les grandes fortunes de la banque de l'époque investissent. Et ça nous prenait un temps fou. Et à chaque fois, on devait vérifier les sources. Et c'est là d'où est venue l'idée. Et on a été bien éduqués aussi dans cet établissement au niveau des investissements sur les méga tendances. Et la méga tendance d'investissement telle que la data en faisait partie. Invio, l'esprit, c'est quoi? C'est de dire aux RH, parce que ce qui est intéressant, c'est aux métiers transversaux. Exactement. Pas ceux qui sont confrontés à la data, mais de dire à tous ces métiers, les DAF, les directeurs administratifs et financiers, les RH, vous avez besoin de la data et on va vous aider, on va vous l'apporter cette data. C'est ça l'esprit. On est parti d'un constat assez simple. Nous, on a voulu démocratiser la data, rendre la donnée accessible aux métiers des entreprises. Ça veut dire quoi? Que ça soit un département marketing ou les DAF, comme vous le dites, n'ont pas cette expertise du coding, de la data science, de la data engineering. Et donc, nous, on se propose de les aider pour augmenter leur tâche quotidienne qui est assez difficile parfois d'aller collecter cette data pour en être sûr et être sûr des chiffres, si possible, en temps réel. C'est ça qui est important, c'est le temps réel. C'est l'idée de ne pas avoir 2 jours pour consolider des chiffres. C'est de les avoir et de pouvoir les analyser ensuite. Exactement. Savoir les analyser, puisque dans toutes les entreprises aujourd'hui, on a tous des abonnements auprès de sociétés. On rentre son identifiant, son password, on rentre, mais c'est une donnée qu'on appelle basique. On a la même donnée que le concurrent qui va utiliser le même outil. Maintenant, l'intérêt, c'est d'utiliser à la fois sa propre donnée et la donnée extérieure, je dirais, non structurée, après pour la faire parler, ce qu'on appelle la smart data, avec des outils d'intelligence artificielle puissants. Alors, selon le cabinet de consulting Bearing Point, 87% des entreprises attendent du digital, un impact du digital sur les fonctions finance. Oui. Moi, je me tourne vers les RH. Les RH, ils sont à la fois dans la gestion humaine, c'est-à-dire dans l'idée qu'il faut accompagner les managers, il faut faire du recrutement, il faut faire sortir les collaborateurs. En quoi, je dirais, l'aide d'Invio va aider ou augmenter le travail du RH? Ça va être très simple. Vous savez qu'actuellement, il y a une guerre des talents.
tous les niveaux, qui a été un peu exacerbé avec la sortie, je l'espère, du Covid, de cette période un peu difficile. On est entré dans une nouvelle crise là. Exactement, oui, c'est ce qui est autre chose. Et donc, très clairement, les RH ont été mis à rude épreuve. Et aujourd'hui, vous devez conserver vos talents, recruter des nouveaux talents avec des nouvelles expertises que vous n'avez pas en interne. Et aujourd'hui, vous devez, en tant que direction RH, vous armer, à savoir, en termes de recrutement, par exemple, utiliser des outils puissants tels que LinkedIn et Glassdoor pour connaître l'information, voilà, le sourcing de vos talents, quel type d'école il a fait, est-ce qu'ils ont eu un bon retour, est-ce que pendant cette période dans l'entreprise s'est-il formé également, est-ce que le fait de venir de telle ou telle entreprise auparavant, ça va matcher avec... ça, Xavier, vous apportez aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, cette information qui n'est pas du brut, mais qui est un travail consolidé. C'est ça aussi l'apport d'Invio. Exactement, parce que nos utilisateurs ne sont pas des spécialistes de la donnée. Ça, c'est notre travail, et avec un outil, on leur permet de passer du temps sur leur expertise propre pour pouvoir prendre une décision stratégique. Quand vous allez rencontrer des clients, des prospects, comme on dit dans le jargon, vous avez comme ça des gens qui sont à la fois un peu rétifs sur le plan technique, mais aussi sur le plan philosophique, qui vous disent, moi, j'ai pas besoin de la data, je reste au fax et au carnet à spirale. Évidemment, je synthétise et je ris un peu, mais est-ce qu'il y a un peu de ça? Est-ce qu'il faut aussi éduquer? Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est pas forcément des métiers qui, à la base, ont été formés sur la data. Non. Et en fait, comme je le pense, et que ça a été un accélérateur pour nous, le Covid nous a obligés, notamment lors de la première phase en mars 2020, de rester chez nous. Et les derniers réticents ont été obligés d'utiliser des outils simples comme Teams ou d'autres outils. Pas le choix. Et donc là, il n'y a pas eu le choix, et ils ont vu la valeur ajoutée. Et effectivement, on a un rôle d'éducation auprès et de démocratisation de ce type d'outils. Sur le plan technique, sans rentrer dans les détails, vous l'aurez compris, je ne suis pas un ingénieur de la tech. Bientôt. Bientôt, non, mais c'est vrai qu'avec votre aide, je peux aller très très vite. C'est quoi l'outil concrètement? Comment vous les aidez? Comment ça s'implémente cet outil Invio? Déjà, on prend le besoin du client, parce qu'on va pas avoir... D'abord écouter voilà. précisément. Parce que une même entreprise, parfois par la même demande, va pas avoir le même besoin, parce que c'est pas la même culture. Donc on peut prendre le besoin du client. On a un catalogue assez large de modules qu'on va assembler selon les problématiques du client. Et donc, on va utiliser des briques d'intelligence artificielle, notamment dans le machine learning, auxquelles on va lier des sources, différentes sources qu'utilise le client, soit des sources internes, soit des sources externes. On va plugger tout ça sur l'outil avec différentes fonctionnalités que notre client aura demandées. Donc c'est l'intelligence artificielle, c'est ça, oui, c'est des briques d'intelligence. Des briques d'intelligence et d'algorithmes. Ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, contextualisation, c'est-à-dire que ce sont des algorithmes propriétaires qui sont capables de lire rapidement et de détecter des articles, des vidéos ou des fichiers, de les classer, de les nettoyer et de les rendre à disposition de manière intelligible à l'utilisateur. Donc ça veut dire que pour un DRH, quand vous avez installé ce plugin et ce dispositif technique, il a sur son ordinateur des pop-up, des informations qui lui donnent en temps réel, un sourcing, j'imagine qu'il y a des mots-clés. Comment ça se passe? Exactement, ce sont des mots-clés, ce qu'on appelle dans le jargon des tags associés par rapport à une problématique première. C'est ça la beauté du machine learning. On apprend à l'algo comment, entre guillemets, reconnaître ce que je vais appeler des synonymes. Ça prend un peu plus de temps au tout début. C'est pas comme un enfant où on apprend ça, c'est un chat. À l'algo, il lui faut des centaines d'images de chats pour qu'il sache que c'est... Le volume d'informations est plus grand pour un algorithme. Mais par contre, dès qu'il a appris et que c'est validé, après, ça va à une vitesse, c'est 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais et ça c'est assez puissant. Ouais, ça s'arrête jamais, ça c'est un rêve. Merci d'être venu, Xavier Gomez, cofondateur d'Invio.
Juste un mot, parce que c'est important, on a une émission Smart Job, on parle du recrutement. Est-ce que vous avez pour 2022 le sentiment que vous êtes en train d'accélérer parce qu'il y a une demande très forte avec tous les sujets qu'on évoquait, de la data dans ces services-là, RH notamment. Est-ce qu'il y a du recrutement chez vous? Ah oui, effectivement, nous on est une société tech et de data française. De la notamment. fintech même d'ailleurs. Oui, il y a une grosse partie finance, mais justement avec tout ce qu'on a développé, on a pas mal de demandes RH. Ouais, vous orientez aussi RH. Exactement. Enfin, pour des applications RH, pour vous dire, il y a différentes entreprises, start-up et grandes entreprises qui viennent nous voir aujourd'hui pour régler leurs problèmes de talent, pour trouver des talents, notamment des profils tech. Et certains veulent être un peu le Tinder des jobs pour matcher entre une entreprise et un... C'est le gros sujet, hein, la guerre des talents, et trouver l'outil qui va bien pour aller le chercher, pour Exactement. le trouver. Recrutement ou pas? Recrutement, oui. Toujours des techs, des vendeurs et du marketing actuellement. Très bien, merci Xavier Gomez, cofondateur d'Invio, qui est le premier marketplace de gestion, alors vous l'aurez compris, qui ne s'oriente pas uniquement en outils finance, mais qui est aussi un outil qui vous permettra en RH, en direction administrative et financière, de pouvoir avoir les meilleures informations en temps réel, parce que c'est ça l'enjeu, la bataille du temps. Merci Xavier Gomez de nous avoir rendu visite. La rubrique suivante, c'est Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. On accueille Étienne Pujol et on parle des accidents du travail mortels. Smart et Réglo, comme chaque semaine, ou presque, avec Étienne Pujol, avocat en droit du travail, cabinet Berilo. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. On va parler d'un sujet, alors évidemment dans le lancement qui est dès le départ un peu lourd. On a déjà parlé ensemble des accidents du travail, mais on va parler aujourd'hui des accidents du travail mortels, parce que le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski, j'allais dire, a tapé du poing sur la table et a décidé de s'engager sur ce sujet. J'ai vu le chiffre, peut-être 550 salariés sont morts sur leur lieu de travail ou en accident du travail mortel. Oui, tout à fait. C'est un chiffre qui est évidemment trop lourd, qui est très important. Il représente en fait un accident du travail sur 1000. Donc en gros, il y a 550 000 accidents du travail chaque année dans les entreprises et sur ces 550 000, il y en a 550 qui malheureusement provoquent la mort des salariés. Donc c'est quand même un chiffre qui est trop élevé, alors qu'il a été en baisse sur les années depuis les années 2000-2010, mais qui est, et c'est le constat qu'a fait le secrétaire d'État, qui est stable. Et donc on atteint une sorte de palier, de plateau, et en dessous duquel on n'arrive pas à descendre. Et c'est vraiment ce sur quoi souhaite se focaliser maintenant le gouvernement avec les partenaires sociaux. 550 femmes et hommes, on reviendra sur leur statut, parce que j'ai vu qu'il y avait le débat de l'intérim, du statut des salariés, qui avaient des statuts particuliers, mais concrètement, comment Laurent Pietraszewski entend régler ou tenter de faire baisser cette dynamique? Alors, c'est un plan en plusieurs étapes, en fait. Là, on se focalise vraiment, enfin, ce qui a été annoncé il y a quelques jours, c'est vraiment se focaliser sur les accidents qui touchent les publics les plus fragiles et les accidents les plus pathogènes, entre guillemets, même si ce thème est un peu barbare. En fait, on vise quoi? On vise les jeunes, ceux qui rentrent sur le marché du travail et qui n'ont pas forcément l'appréhension de la dangerosité de leur travail. On vise les intérimaires aussi, qui viennent embaucher le matin sur une nouvelle mission, et puis ça dure que quelques heures ou quelques jours. Et à l'arrache, j'ai envie de dire. Oui, last minute, etc. Partent sur des situations de danger. Oui, et de la même manière, les travailleurs détachés aussi, qui arrivent comme ça sur une mission ponctuelle et qui n'ont pas forcément le bénéfice des actions de formation. Or, on le sait depuis très longtemps sur les machines dont la dangerosité est avérée, et il est indispensable de proposer et d'imposer même des actions de formation. Sinon, s'il y a un accident, c'est la faute inexcusable de l'entreprise. Mais là, la volonté de ce plan, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et les salariés dans la connaissance de ce risque. C'est pas tant en fait réduire la dangerosité des machines, parce que les machines elles sont là, etc. Et les inspecteurs du travail et les médecins du travail viennent et constatent. Des machines et des camions, parce qu'il y a eu un débat aussi de Fenwick, de Smirmork qui reculent, d'engins de chantier, malgré le fait qu'il y ait le bip bip bip. Parfois on le supprime et il y a eu des morts. C'est terrible. Vous dites donc que le ministre veut en fait en amont former le mieux possible le jeune, par exemple, ou l'intérimaire
qui doit avoir... Mais ils l'ont cette formation ou pas? Ou c'est fait, Alors, sur les machines, oui, généralement, quand on intervient sur une machine qui peut happer le bras, j'ai eu le cas chez un client d'un bras qui a été happé, il y a des mécanismes automatiques, des barrières automatiques. Il y a une protection. Etc. Exactement. Mais là, c'est plus former ceux qui prennent poste sur tous les aspects de dangerosité liés aux actions qu'ils vont entreprendre sur cette prise de poste. Alors, il y a un sujet là qui concerne vous, les avocats, c'est-à-dire que c'est non seulement accompagner jeunes et intérimaires, mais les entreprises sont sollicitées. Elles doivent véritablement s'engager sur le sujet. Exactement, les DRH et les entreprises d'une manière générale doivent vraiment être sensibilisées à cela. Et beaucoup d'entreprises en fait ne savent pas qu'elles bénéficient déjà d'aide de la Caisse d'assurance maladie ou de la CARSAT, enfin des différents organismes pour soit acheter des équipements de protection, soit faire un audit des garde-corps par exemple, parce que un des points de ce plan consiste à traiter du travail en hauteur, parce que voilà, il y a les chutes, ça arrive. Donc acheter des garde-corps, vérifier cette dangerosité quand on passe sur des passerelles, vérifier qu'on ne puisse pas l'enjamber par inadvertance ou parce qu'on se croise trop près. Ça veut dire que les entreprises doivent être extrêmement vigilantes sur la mise en place des protections, parce que parfois l'entreprise va vite et l'entreprise rétorque: je suis sous-traitant d'une très grande entreprise, mes délais sont courts. C'est l'argument utilisé et j'ai pas le temps. Sinon, je suis pas dans les délais. J'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent. Parce que le plan se focalise aussi sur les TPE et les PME qui n'ont pas forcément les moyens de prendre ça en considération. Dans les grandes entreprises, franchement, ils ont tous leurs outils de vigilance, etc. Le dialogue social fait remonter la sinistralité. Dans les TPE et dans les petites PME, non, on n'a pas ces outils-là. Et donc, un des objectifs vraiment de ce plan, c'est de se focaliser sur ces entreprises qui n'ont pas forcément les moyens. Et un des chantiers qui va être mis en place, qui est mis en place par ce plan qui a été annoncé, c'est vraiment que les organismes administratifs de supervision, de contrôle ou d'accompagnement aillent dans les entreprises. Des moyens vont être déployés pour qu'elles aillent dans les entreprises pour sensibiliser le chef d'entreprise ou le RRH à cette dangerosité et à la prise en compte de ces éléments. Alors vous avez évoqué tout à l'heure les inspecteurs du travail. Alors ils ont un rôle important, mais c'est souvent parfois dans la sanction. Mais il y a aussi la CNAM, l'assurance maladie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils font déjà? Ils interviennent, ils font de la prévention? Oui, ils font de la prévention. Alors souvent c'est à l'appel de l'entreprise. Là, un des objectifs du plan, c'est qu'elles aillent en push quelque part. Pardonnez-moi cet anglicisme. Inspecteur du travail. Voilà, exactement. Mais toujours de manière préventive, c'est-à-dire un peu plus bienveillant que l'inspecteur du travail qui va sanctionner, encore que là aussi le rôle de l'inspecteur du travail a évolué et il est aussi dans l'accompagnement de l'entreprise. Il est beaucoup moins dans la sanction et beaucoup plus dans l'accompagnement. Il vient dans la sanction quand évidemment malheureusement il y a eu un accident. Et là la CNAM, oui, va être incitée à aller dans les entreprises, notamment dans les petites entreprises, pour aller surveiller et accompagner le chef d'entreprise dans ces éléments-là. Acronyme barbare que l'avocat que vous êtes va nous dévoiler, le DUER. Ça, il joue un rôle important. Oui, il joue un rôle important parce que souvent, malheureusement, je le constate quand on fait des audits en vue de l'acquisition d'entreprise, on constate qu'il n'est pas à jour. Le DUER, c'est quoi? C'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et en fait, c'est un document qui est obligatoire. Peu d'entreprises le savent, mais dès le premier salarié, il faut en mettre un en place. Et il faut l'actualiser chaque année. On en a beaucoup parlé, et je me souviens qu'on en a parlé ensemble, notamment lors du Covid. C'est-à-dire qu'il fallait appréhender le risque Covid dans le document unique d'évaluation des risques. Toutes les entreprises doivent le mettre en place et elles doivent l'actualiser. Et c'est pas uniquement pour des postes, entre guillemets, potentiellement pathogènes, même des postes assis, même dans des sociétés de prestation de services. Il faut tout appréhender pour chacun des postes. Alors après, on met du vert, du orange ou du jaune, ou du rouge après, mais il faut vraiment analyser effectivement la question de la posture, la question du travail en hauteur, quand on va chercher des classeurs en hauteur, est-ce qu'on va tomber, qu'on met un tabouret, etc. Et ce document, il est primordial parce que si on ne l'a pas mis en place et qu'il y a malheureusement un accident, la responsabilité de l'entreprise va être engagée au nom de la faute inexcusable. Et là, ça se traduit non seulement des dommages et intérêts pour le salarié, mais il ne faut pas oublier non plus que augmenter les accidents du travail, avoir un accident du travail, ça fait augmenter aussi les taux de cotisation. C'est vrai. Et donc ça a un coût financier. Il faut le préciser, ce DUER, ce fameux document dont vous dites qu'il est essentiel, il est obligatoire ou pas? Il est obligatoire et même il y a une sanction, outre l'aspect faute inexcusable, il y a une sanction administrative, une amende 5e catégorie, donc 7 500 € pour l'entreprise. Donc c'est pas anodin non plus, et c'est par type d'infraction constatée. Sans vous tirer les verres du nez, vous avez des entreprises que vous rencontrez qui vous disent je ne suis pas tout à fait au clair sur mon DUER, je ne l'ai pas bien rempli, il est là dans un coin recouvert de poussière. Enfin, est-ce que tout le monde joue le jeu là sur ce document? Encore une fois, dans les petites entreprises, c'est très difficile parce qu'on l'oublie, on dit qu'on l'a mis en place il y a 5 ans et puis on ne sait pas qu'il faut l'actualiser régulièrement, qu'il faut s'en préoccuper, surtout quand on n'a pas de partenaires sociaux. Et ça, c'est le comptable qui gère ou c'est vous?
Ça, généralement, c'est en interne. Et puis après, nous, on intervient quand on leur pose des questions, notamment dans les audits d'acquisition ou lorsqu'il y a des évolutions de l'entreprise. Dernière question, Étienne. Comment ces fameuses mesures, puisque le ministre vraiment va lancer un plan, comment tout ça va être évalué? Parce que j'imagine que dans 6 mois, il va falloir essayer de savoir, ou dans un an, essayer de savoir si on est passé sous la barre des 500 morts en accident. Exactement. Alors, c'est un plan qui est censé durer 4 ans. Il est prévu un bilan d'étape dans 2 ans. Mais on va voir chaque année, de toute façon, les statistiques qui sont fournis au gouvernement sur ces accidents-là. On craint, nous, praticiens, une augmentation des accidents du travail liés à des suicides, liés à la crise Covid. Les burn-out pouvant entraîner des suicides. Exactement, donc on craint ces aspects-là. Encore une fois, le plan se focalise plus sur les accidents au travail en hauteur. Et vous intégrez l'idée qu'il y a aussi mais il y a d'autres sources. Oui, il y a d'autres sources, malheureusement, d'accidents du travail pour les salariés. Donc on considère qu'un collaborateur, ce qui est arrivé dans certains secteurs du tertiaire, qui s'est suicidé sur son lieu de travail, il est basculé en accident mortel? Si ça se passe sur le lieu de travail, il y a une présomption, et donc c'est à l'employeur d'inverser la présomption en disant que c'était lié au fait qu'il avait des problèmes personnels, etc. Mais il y a une présomption quand ça arrive sur le lieu de travail de ce que c'est un accident du travail. Donc l'accidentologie que vous évoquez n'est pas uniquement liée à un poids lourd, à une chute d'un immeuble, mais avec les risques psychologiques, on pourrait avoir une augmentation aussi d'accidentologie. Alors on espère que ce plan va aider à baisser les autres causes d'accidents du travail. Il ne retire pas le fait qu'il faille être prudent et mettre toutes les mesures de sécurité. Exactement. Merci, très important. Étienne Pujol, cabinet Berilo. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et s'intéresse justement au futur du travail à l'occasion d'une étude de la NDRH et du BCG sur la manière dont les DRH appréhendent ce futur du travail. Qu'est-ce qui a changé déjà et qu'est-ce qui risque de changer? On en parle avec mes invités juste après la pause. Le cercle RH pour débattre aujourd'hui du travail du futur à l'occasion d'une enquête BCG ANDRH, le cœur des DRH sondés pour savoir comment ils voient ce futur du travail et aussi d'ailleurs comment ils vivent leur transformation depuis la crise Covid parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On en a parlé et cette enquête vient, je dirais, confirmer des choses qui avaient été évoquées sur ce plateau, sur l'hybridation du travail, sur la formation et l'accompagnement des managers qui sont un petit peu perdus et puis des DRH, et on y reviendra, qui disent, sans d'ailleurs le pointer comme un problème, disent qu'effectivement, cette hybridation, ce télétravail peut aussi déstructurer la cohésion de l'entreprise parce que les collaborateurs sont moins présents, parce que, évidemment, certains viennent le lundi et le mardi, d'autres ne sont pas là. Évidemment, tout ça a des enjeux. On va le commenter, on va le détailler parce que c'est une étude d'ailleurs qui fait écho à celle de 2020 et on va en parler avec Audrey Richard. Bonjour Audrey. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, 5500 membres. Oui, j'ai quand même travaillé ma fiche. 11 millions de collaborateurs finalement au total à travers toutes ces entreprises. 588 DRH qui ont été entendus pour cette enquête. Merci d'être là. Romain Gaillac, merci. Principal ou chief de projet senior, parce que j'ai deux possibilités. Vous préférez laquelle? Chef de projet senior. Chef de projet senior, ça vous va? Au BCG, et vous avez travaillé la main dans la main, comme d'ailleurs c'est arrivé à plusieurs reprises, des travaux communs avec le BCG. D'abord, un petit mot sur la méthodologie, parce qu'il y a cette étude de 2020, et j'imagine que vous vouliez savoir, et d'ailleurs on le verra tout à l'heure, qu'il y a des items qui ont un peu évolué, qui sont remontés. La méthodo, c'était quoi? C'était questions ouvertes Alors il y a eu plusieurs questions, il y en a eu à peu près une trentaine qu'on a posées, donc on a essayé de vous apporter la synthèse. Ça a été adressé à des professionnels de la RH et à des DRH, donc on a eu à peu près 600 répondants, à peu près 2 semaines d'enquête en ligne essentiellement, donc c'était un survey en ligne tout simplement. Il ressort une chose importante. On va le confirmer sur ce plateau parce que vous êtes les représentants des DRH. Le télétravail hybridé s'est installé durablement. Vous êtes d'accord avec Oui. C'est ce que dit l'enquête. C'est vraiment ce qui ressort. Et d'ailleurs, on ne parle même plus aujourd'hui de télétravail, on parle de travail hybride. On pourra le développer juste après. C'est intéressant parce que le mot disparaît doucement, le mot télétravail, et on est sur l'hybridation. Oui. Là, on ressort avec un chiffre dans votre enquête, c'est 2 jours de travail hors entreprise et 3 jours d'entreprise. C'est bien cela. Oui. Exactement. Romain, vous avez ce chiffre-là. Exactement. Aujourd'hui, quand on pose la question au DRH, ce qui ressort, c'est que
2 jours de télétravail, c'est à peu près la moyenne. On en a 46% qui nous disent voilà, c'est la durée qu'on considère comme la bonne durée pour les collaborateurs éligibles. Il faut bien faire cette distinction entre les collaborateurs éligibles et non éligibles. 46% c'est pour les 2 jours. Si on rajoute le 3e jour, on atteint quasiment 70%. Je pense que ce chiffre montre la normalisation autour de cette durée et également la non-existence en fait statistique quasiment dans cette enquête du télétravail à 100%. C'est-à-dire que le 5 jours de télétravail aujourd'hui c'est quelque chose qui n'a quand même que très peu de réalité dans les entreprises françaises interrogées. Il y a quand même quelques entreprises qui s'y mettent. Enfin, on les a reçues d'ailleurs pour certaines qui nous disent nous ça fonctionne, on est en full remote comme on dit. Oui. Vous n'y croyez pas, vous, à la NDRH? Non. Dans l'enquête, on le voit bien. On a 1% de nos répondants qui nous parlent de full travail à la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait exprimé au préalable en disant les DRH considèrent que être 5 jours sur 5 à la maison, ça a des impacts et des conséquences néfastes. On le retrouve là, c'est vraiment une organisation du travail qu'on ne souhaite pas mettre en place. Et le 2 jours permet d'être davantage au travail qu'à la maison. Et ça, pour le collectif au travail, c'est vraiment très, très important. Je vous pose la question parce que je vous ai présenté comme la présidente de la NDRH, c'est comme ça qu'on vous connaît, mais vous êtes aussi DRH d'une grande entreprise. Et cette étude, elle montre quand même que les DRH ont vu leur fonction bouleversée. Est-ce que dans votre quotidien aussi de RH, de DRH d'une entreprise, vous avez vu votre métier se transformer? Sur ces 2 années, il y a eu énormément de bouleversements et on voit que l'organisation du travail, le management a énormément évolué. Et c'est ce qu'on avait déjà fait ce constat. Hein. On ne reviendra pas en arrière. Donc oui, tout a été transformé. Et aujourd'hui, on est dans une configuration qui fait qu'on doit aussi inventer, construire le travail de demain. Ça ne s'arrête pas que à du télétravail. Ça a des conséquences sur tous les sujets RH. L'évaluation de nos collaborateurs, la façon dont on va recruter, dont on va former. Ça a un impact. La façon dont vous rédigez votre fiche de poste, dans lequel vous avez impérativement mettre de l'hybride, sinon les gens ne répondent même pas, on est d'accord? Alors ce qu'on voit quand on interroge les candidats aujourd'hui, c'est que la question sur le télétravail, qui arrivait à la fin avant la crise, elle est très haute. Aujourd'hui arrive sur les deuxième question à peu près. Donc l'entreprise doit répondre. Et si elle ne répond pas, alors elle risque de perdre tant ses salariés que ses candidats potentiels. Évidemment, Romain Gaillac. Oui, exactement. Je pense que dans l'enquête, il y a 2 chiffres qui sont intéressants. C'est qu'on a 76% des répondants qui nous affirment que proposer de l'hybride, c'est important, voire indispensable pour attirer des candidats. Et je pense que c'est important aussi de préciser ce qu'on entend par hybride. C'est-à-dire que c'est à la fois le lieu, mais c'est aussi le temps. Comment j'organise mon temps? Et au-delà du fait que je veux pouvoir travailler ailleurs qu'au bureau, à des horaires décalés du 8h-18h, je veux le personnaliser. Hybride flexible. Exactement, parce que je veux le personnaliser. Et ça qui est un enjeu majeur pour un manager, c'est comment chaque membre de mon équipe veut aussi personnaliser son organisation du travail. Je m'arrête un instant parce que quand on parle à des dirigeants ou des DRH, ils vous disent nous on est prêts à être extrêmement flexibles et à s'adapter finalement pour garder nos collaborateurs, pour les rendre heureux au final, pour qu'ils soient épanouis. Sauf que le code du travail, on avait un avocat juste avant, bloque un peu. Oui. Parce qu'il y a un débat, le salarié vous dit moi je préférerais bosser de 21h à minuit et me connecter à 3h du matin. Il y a quelques sujets sur le code du travail quand même. Alors c'est peut-être pas la majorité quand même, mais cependant, étant donné que tout a été transformé sur ces 2 années et vraiment transformé. En effet, ce qui nous régit dans nos fonctionnements dans les entreprises, c'est étant le code du travail. C'est rigide, hein ? Très rigide. Et en effet, aujourd'hui, il n'est plus adapté. Et justement, au sein de la NDRH, on travaille sur ces sujets-là pour être en mesure de faire des propositions sur l'adaptation du temps de travail, notamment. C'est ce que vous Exactement, la manière dont on organise le temps de travail qui est très réglementé. Il y a un point de vigilance, on va parler côté RH, puis on parlera des salariés, parce qu'eux aussi ont un point de vue, mais il y a quand même 70% de ceux qui ont été interrogés qui redoutent un manque de cohésion entre les télétravailleurs et les non-télétravailleurs. Ça, je trouve ça intéressant, parce que 40-60, je crois que c'est ça, il y a 40% de personnes qui peuvent télétravailler, puis 60 qui sont postées et qui vont dire dans l'entreprise, voilà, on a fait un accord pour les cols blancs, et nous, on est dans l'usine. Non, mais je noircis un peu. Non, mais c'est très intéressant d'avoir cette discussion, parce que donc 40%, c'est la part des répondants qui disent que plus de la moitié de leurs collaborateurs télétravaillent. Donc plus de la moitié. Ça ne veut pas dire que les autres télétravaillent pas du tout, mais ils travaillent pas structurellement autant. Et en effet, aujourd'hui, quand on pose la question, on l'avait pas remis dans l'enquête, mais aujourd'hui, on ne constate pas de tension.
C'est-à-dire que dans l'entreprise, elle n'existe pas aujourd'hui. Par contre, les DRH, parce qu'en fait, ils sont auprès du terrain pour prendre le pouls, ils sentent que c'est un sujet sur lequel il faut être attentif. On est d'accord. Audrey... Audrey, vous êtes dans une entreprise où justement vous êtes configuré sur cette forme-là. Il y a des gens postés qui doivent travailler, ranger, organiser. Puis il y a des gens qui peuvent télétravailler de chez eux ou dans des lieux tiers. Ceux qui sont postés doivent vous dire, mais il n'y a pas moyen d'avoir une prime, de nous compenser finalement. En fait, ce qu'on voit, et on en avait aussi pas mal parlé, on avait cette crainte de, entre guillemets, les cols bleus, cols blancs, au moment des confinements. Ce qu'on voit, c'est qu'on sait évidemment qu'on a ce risque-là, mais les DRH, avec les partenaires sociaux, prennent en compte ces inquiétudes, ces problématiques, et on le voit à travers les accords. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que depuis le 1er janvier 2020, on a signé en France 5 799 accords. Donc on a vu le nombre d'accords et le nombre de négociations vraiment croître de façon importante. Et ces sujets-là sont abordés avec les partenaires sociaux pour voir de quelle manière on peut travailler ensemble. Et au final, sur le terrain, quand on pose la question, on ne constate pas d'inégalité tant sur les différentes catégories dans l'entreprise que sur les inégalités hommes-femmes, par exemple. On sait qu'on a cette contrainte, mais sur le terrain, on ne le constate pas. Alors après, c'est une préoccupation forte des DRH. Donc on est d'accord, c'est un point de vigilance où vous dites il faut prendre le pouls, il faut écouter, il faut... c'est ça. Parce que c'est vrai que là, il y a quand même dans votre étude 39% des répondants qui prévoient que plus de la moitié de leurs salariés télétravailleront à l'horizon 2025 contre 31 il y a 2 ans. Ça veut dire que on est à un instant T avec cette enquête, mais tout ça va progresser. Il y aura des discussions où de plus en plus de collaborateurs vous diront, vous êtes d'accord, Romain ? Je suis d'accord, et en plus, je pense que ça, c'est important, parce que c'est le sujet, c'est que l'hybride augmente par le nombre de télétravailleurs, et non pas par le nombre de jours télétravaillés. C'est ça. Et il y a un autre chiffre qui est important, c'est 40% des DRH qui affirment qu'ils ont ouvert des nouveaux postes au télétravail, ou qui envisagent de le faire, et notamment des postes peut-être un petit peu plus décalés que d'habitude. Avec Audrey, on a souvent... Genre cuisinier. Oui, a priori, le chef cuisinier, a priori, on se dit tous, il ne peut pas télétravailler. Il est devant la marmite quand même. Sauf que dans ses tâches, il a des moments où il doit faire des commandes. C'est vrai. Et ces commandes, eh bien, il peut se les rassembler sur une demi-journée et les faire en télétravail. C'est vrai. Donc ça repense le poste de travail, en fait. Exactement. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on n'envisageait absolument pas. On n'y pensait juste pas avant. Aujourd'hui, eh bien, sur ce type de métier ou d'autres, le télétravail peut être envisagé. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ça marche pour un restaurateur aussi. Il y a des tensions sur la restauration. Il y a les chefs de salle, ceux qui gèrent les commandes, qui peuvent effectivement passer un après-midi chez eux au calme, sans être forcément dans un tout petit bureau exigu. Ça ouvre aussi des champs qui étaient fermés auparavant. Important quand même le rapport du sens, parce que dans votre étude, c'est intéressant, on voit des items entre l'étude enquête 2020 et l'enquête 2022. Et là, on voit les croisements de le sens. La notion de sens, d'engagement est remontée à la deuxième place. C'est bien ça, hein ? Exactement. Alors, quand on parle ça, c'est quand on parle du rôle du manager. C'est ça. Qu'est-ce qu'on attend d'un manager ? C'était pour ouvrir le chapitre manager. Exactement. Et en fait, ce qu'on attend des managers, et pour le coup, je crois que c'est même en première place, c'est de partager le sens. Exactement. On attend qu'ils partagent le sens. En deuxième, on a la notion de délégation. La troisième, c'est la montée en compétences. Et la quatrième, c'est la notion de contrôle. Donc ça, c'est des choses qui ont un peu évolué dans des dimensions qui ont été parfois un peu étonnantes pour nous, puisqu'on a par exemple donné des objectifs clairs et redescendu. Donc là aussi, on sent que la mise en place de l'hybride, en fait, ça crée un certain nombre de sujets parfois qui sont compliqués pour les managers. Et donc du coup, on leur demande de contrôler, on leur demande de déléguer, etc. Enfin, excusez-moi, mais dans l'évolution du rôle des managers, la délégation était en 6e position en 2020, mais elle est passée en 2e position derrière le sens. En un mot, ceux qui sont interrogés disent il faut apprendre aussi à déléguer, ce qui semble être un peu difficile. Vous êtes d'accord ? C'est compliqué dans la relation qu'on a au travail, lorsque la personne est loin, espèce d'angoisse, on se dit est-ce qu'elle est au boulot, elle le fait pas, est-ce qu'elle le fait bien ? Enfin, ça génère tout ça en fait. En fait, sur le management, on le voit dans l'enquête, mais on le voit sur le terrain, avec notamment tous les échanges qu'on peut avoir avec les DRH au sein de la NDRH, c'est qu'il y a un changement, un bouleversement profond en termes de management. D'ailleurs, dans l'enquête, on a 90% des répondants qui disent que les talents ont des attentes différentes. Il y a 90% quand même des DRH qui expriment ça.
Et sur le terrain, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, nos salariés, nos candidats, ils attendent autre chose. Et cette période de 2 ans où on s'est posé des questions, où on s'est arrêté à la maison, plus rien ne bougeait, les personnes se sont posé des questions sur leur vie au travail. Exactement. Sur Où suis-je, que fais-je? C'est ça. Et ce qu'on a vu, c'est que des salariés sont sortis du marché du travail, ont quitté les entreprises parce que ça ne correspondait plus à leurs attentes. Donc ils ont quitté. On voit des salariés qui se posent ces questions-là. Et c'est vrai qu'on le globalise sous, finalement, c'est la recherche de sens. C'est ça, de façon synthétique. Après, c'est comment l'entreprise, à travers sa raison d'être, par exemple, va parler aux salariés sur ses envies, sur ce qu'il veut faire de sa contribution au sein de l'économie. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on ne connaissait pas ça auparavant. Donc l'entreprise doit répondre là-dessus. Donc en fait, cette crise Covid a augmenté, on avait tout à l'heure un invité qui parlait des DRH augmentés grâce aux data, mais ça a augmenté la transformation, ça l'a accéléré. Donc on ne reviendra plus en arrière. Même dans votre quotidien de DRH, j'imagine que vous faites des choses que vous n'imaginiez pas faire il y a 5 ans. Oui, et après, c'est aussi ça qui est passionnant. Le métier de DRH a énormément évolué sur ces 2 dernières années et il va énormément être consolidé et son évolution va se poursuivre. Et donc, c'est juste passionnant pour nous. On est au cœur. Et sur ce rôle de DRH, moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans l'enquête, c'est un chiffre on a 60% des répondants et des répondantes qui affirment que le rôle des ressources humaines a gagné en poids et en influence. Clairement. Pendant ces 2 années-là. Pas de doute. Et c'est un point qui est très important parce que ça permet aussi de positionner la fonction RH pour aussi les grands chantiers de demain de l'entreprise. La transformation digitale, la mise en place de l'intelligence artificielle, les sujets d'inclusivité. On remet aussi les ressources humaines au cœur de ce sujet-là et non pas non plus simplement comme une fonction régalienne qui va gérer la paye, etc. C'est vraiment un sujet qui est clé. Oui, transversal à tous les enjeux de l'entreprise, de la RSE jusqu'aux enjeux de climat, de biodiversité, de transition. Juste le face-à-face entre l'entreprise qui est en train de reprendre ses marques et qui est en train de se relancer. Alors il y a la crise ukrainienne qui de nouveau disrupte, mais imaginons que cette crise Covid, on en sorte, l'entreprise repart, la croissance revient, mais elle a quand même en face d'elle, et vous avez en face, Audrey Richard, des salariés qui vous disent non, j'ai plus envie de travailler pareil. Qui va gagner dans le bras de fer? Parce que c'est installé objectivement un rapport de force entre les salariés, soit les candidats, soit les salariés. Et ça, vous le sentez. Oui. Vous êtes dans un rapport de force. Oui. Aujourd'hui, on voit sur le terrain, et on en parle tous les jours, cette pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs, dans toutes les zones, dans tous les territoires. Et donc ça veut dire que les branches professionnelles, elles se remettent aussi en question. Ça veut dire que les entreprises, elles se remettent en question. Il y a des choses à faire évoluer, des pratiques à faire évoluer, du management à faire évoluer. Donc c'est le challenge. Et en effet, il faut arriver à faire ces changements. Mais ça passe, excusez-moi d'être un peu concret, parce que là, vous avez interrogé les DRH. Alors, ils ont la main, ils sont au COMEX la plupart du temps, mais ça passe d'abord par le salaire ou ça passe par proposer des postes suffisamment attractifs en termes d'hybridation, de télétravail, de confort de vie. C'est ça le 1 et le salaire en 2 ? En fait, pour le coup, là, la réponse est un peu plus holistique, si je peux me permettre. C'est-à-dire que quand on regarde ce sujet, on le voit beaucoup aux États-Unis, la grande résignation, Great Resignation aux États-Unis, on le voit de façon beaucoup plus marquée. Ça pousse les entreprises à repenser globalement leur proposition de valeur employeur. C'est ça. Et donc dedans, on a en effet le pilier de la rémunération, mais on a aussi le pilier de l'organisation du travail, on a le pilier du contenu des missions, du modèle managérial, des espaces de travail. Ça joue, le manager, celui qu'on va avoir tous les jours. Évidemment. Et d'ailleurs, pour faire écho à une autre étude qu'on a menée BCG avec, pour le coup, la plateforme de freelance Malte, quand on parle aux freelancers, ils nous disent, en fait, moi, si je fais le choix d'être freelancer et donc de quitter le salariat, c'est parce que je peux choisir mes missions, parce que je peux choisir une mission qui a du sens pour moi, que je vais pouvoir choisir un client qui est aligné avec mes valeurs, etc. Et donc, ces sujets-là font qu'on a des collaborateurs qui quittent le salariat non pas pour ne rien faire, et pour choisir de travailler différemment. Donc c'est le rapport à la liberté, à l'indépendance et le fait de ne pas, pour le dire cash, un manager qui vient vous demander tous les quarts d'heure si vous avez envoyé le mail, pour le dire simplement. Oui, Romain a raison, on voit cette évolution et ça veut aussi dire que sur le job du DRH, il doit absolument ouvrir son écosystème avec des partenaires, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose de différent aussi.
Il y a des points de vigilance quand même. Bon, ceux-là, on les avait identifiés, vous les aviez identifiés pendant la crise Covid, mais il y a l'augmentation des risques psychosociaux. Ça, les DRH disent, attention, on le voit en ce moment, des burn-out, des salariés un peu perdus. Ils sont perdus, les salariés, ou pas? Parce qu'il y a les salariés qui sont dans le rapport de force et qui sont un peu en situation d'avantage, voilà, qui ont pris un peu la main. Puis il y a quand même un certain nombre, vous devez peut-être aussi les croiser, qui sont un peu perdus, qui s'y retrouvent pas dans ce monde hybridé du futur. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, alors on en a plein, hein, mais l'enjeu prioritaire, je dirais que c'est le collectif au travail. Comment nous, en tant que DRH, on arrive à travailler tous ensemble, évidemment avec les managers, pour recréer ce collectif qui a été abîmé pendant la crise. Et on voit que le télétravail permet de mettre peut-être davantage en exergue aussi l'intérêt du présentiel. Parce que c'est grâce au présentiel qu'on va réussir à faire des moments de convivialité, recréer ce collectif. Vous êtes d'accord, Romain? Je suis complètement d'accord avec ce que dit Audrey. Je pense qu'aussi le présentiel Il y a des salariés qui disent, moi j'ai envie de venir dans mon entreprise, plus pour être dans un bureau tout seul, mais pour être dans des... Alors ça peut choquer certains patrons, je dirais, à l'ancienne, mais pour avoir du lien social, pour faire des réus, donc pour penser l'entreprise aussi. Exactement, parce que aussi je pense que quand on revient sur site, on revient dans un espace dédié et protégé pour le travail. C'est-à-dire que travailler à la maison, quand on est célibataire, bon, ça peut être un peu ennuyeux parce qu'on est seul, mais travailler à la maison quand on a des enfants, où on peut avoir plusieurs générations sous le même toit, là pour le coup, en fait, ça crée une tension sur le temps à consacrer au travail, qui n'est pas forcément aligné avec celui de ses collègues, etc., qui en fait met les collaborateurs dans une situation de risque, pour le coup, évidente. Et c'est vrai que revenir sur site, au-delà de rapporter de la convivialité, ça permet aussi de se recentrer en disant, en fait, je suis au travail pour un instant où je vais faire mon travail. Un mot sur les inégalités hommes-femmes, c'est aussi des critères, enfin je dirais très, très juridiques, hein, parce que la loi oblige les DRH à bien stipuler dans des tableaux. 77% des répondants et répondantes affirment que le développement du télétravail hybride à grande échelle n'a pas augmenté les inégalités hommes-femmes. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On sait qu'il peut y avoir un risque, mais sur le terrain, on ne constate pas une augmentation, on ne constate pas de problématique. Après, on peut regarder ce qui s'est passé sur l'index égalité hommes-femmes, qui est sorti en mars. Oui. On voit qu'il a augmenté d'un point, certes, c'est peut-être pas une grosse augmentation, mais cependant, il a augmenté. Donc, et ça, ce sont des sujets qui sont traités par les RH avec soin. Un mot sur cette question-là, sur l'inégalité? Oui, mais je pense qu'en effet, le chiffre est assez parlant. Quand on pose la question après à nos répondants et répondantes sur s'il devait y avoir un risque d'inégalité entre les hommes et les femmes, sur quel sujet il se porterait? Ce serait sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Exactement. Donc là, on revient sur des sujets malheureusement assez classiques de charge de travail domestique entre les hommes et les femmes. Et donc c'est pour ça que les DRH pour le coup, doivent être très proches pour prendre ce pouls-là et être capables de mettre des... Dernier chapitre, je ne voulais pas qu'on l'oublie parce qu'il y a toute la transformation de l'entreprise que vous accompagnez, que vous avez accompagné, et puis il y a les enjeux stratégiques. C'est-à-dire que vous êtes un peu attendus au tournant, les DRH. Oui. C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvés en première ligne, voilà, sous la lumière. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a des attentes. L'accélération de la transformation digitale. Juste d'un mot, c'est pour ceux qui nous regardent, c'est quoi la transformation digitale dans les services RH? Vous n'avez plus que des outils en algorithme, Romain? Alors là, en l'occurrence, dans l'enquête, on parle de la transformation digitale de l'entreprise. D'accord. On peut parler de la transformation digitale des fonctions RH. Vous avez sauvé Audrey Richard de cette question. Mais c'est exactement ce que je voulais souligner. Et la transfo digitale... Elle vous impacte aussi, hein? Elle nous impacte de plein fouet. Ah ouais. Et ça veut dire que, en effet, le RH est là pour accompagner l'entreprise dans sa transfo digitale, qui est un objectif stratégique. Et si l'entreprise ne le fait pas, alors elle sort du marché. Donc, c'est être collé au business. Et en tout cas, en tant que DRH, c'est accompagner ces DG, ces présidents, pour que l'entreprise soit à la hauteur. Après, on peut aller regarder ce qui se passe dans les équipes RH en France. Alors dans l'entreprise, c'est 74%, et chez vous, chez les RH, la transfo digitale, elle est un peu plus bas. C'est pas tout à fait les mêmes items quand on interroge les RH ou quand on parle de l'entreprise. La question qu'on a posée, c'est vous des RH, quels sont les chantiers prioritaires de l'entreprise? Donc là, bien sûr, ressort transformation digitale. Après, on leur pose la question sur quel sujet vous considérez que vous comme leader. Et donc, en effet,
Sur la partie transformation digitale, ils se considèrent moins leaders que sur l'inclusivité, par exemple. C'est clair. Donc, parce que c'est des sujets qui sont parfois plus... Les organisations agiles, c'est-à-dire ce qu'on vient d'évoquer, là ils disent ça c'est notre... Et l'inclusivité, c'est quelle définition que vous donnez BCG NDRH? C'est pas uniquement l'accès des personnes handicapées à l'entreprise, non, c'est plus large. diversité et inclusion. On est d'accord, parce qu'on utilise parfois ce mot Non, mais certains parlent de diversité et d'inclusion, et vous dites inclusion. Ça c'est un autre enjeu. Et puis il y a la réduction des coûts quand même à 39%. C'est-à-dire qu'au même moment, il faut aussi, je le redis, l'entreprise, il faut qu'elle relance son activité, qu'elle crée de la valeur. Bien sûr. Après, ce qui ressort vraiment, c'est que on a bien sûr nos sujets RH, mais ce qu'on voit là, ou en tout cas nous, le point d'attention qu'on a noté, c'est attention à rester collé au business, attention à ne pas perdre de vue que notre rôle, il est vraiment là. C'est un jeu d'équilibriste, hein. Et justement, on a été pendant 2 ans dans l'accompagnement de l'entreprise pour sa survie, sa poursuite d'activité. Attention à maintenir ce rôle de proximité avec nos dirigeants. Romain, pour conclure, le travail du futur, en quelques mots, ça serait quoi si on se projetait à 2025-2030, puisque c'est un peu l'idée que vous faites, vous allez refaire des enquêtes évidemment, ça serait quoi le travail du futur? Je pense que le travail du futur, il est déjà là, en réalité. On est dedans. Hein. On est dedans. Aujourd'hui, on va avoir, je pense, sur les prochaines années, des ajustements, mais si on n'a pas une deuxième crise qui arrive, et je ne le souhaite vraiment pas, je pense qu'on va avoir des ajustements en réalité plutôt à la marge, sur la façon de travailler, sur le fait qu'on va travailler 2 jours, 3 jours. Et maintenant, ce qu'il va falloir ancrer, c'est les nouvelles pratiques et s'assurer que tout ça se fait entre guillemets, pour le bien-être de tous et de toutes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une question d'alignement des intérêts de chacun. Vous militez aussi pour une agilité du Code du travail. Excusez-moi d'y revenir, mais on ne peut pas avoir des murs très épais à l'intérieur duquel tout le monde se dit agilité, flexibilité, sauf que le cadre qui vous est imposé, ce sont des murs qui font 3 mètres d'épaisseur. Oui. Il y a un sujet quand même. Du côté de la NDRH, on va porter cela avec les DRH vraiment impliqués sur une modification, une évolution, pour que ça colle à la réalité d'aujourd'hui. Sans pour autant délaisser la qualité de travail, parce qu'il y a cet enjeu évidemment qui dit quand on touche au Code du travail, c'est pas du tout. Enfin, j'imagine que l'esprit, c'est de garder la qualité de vie au travail, mais une certaine souplesse, rien que dans les horaires. Sinon, vous vous retrouvez hors la loi. Un coup sur 2, pour le dire simplement. Ouais. Un salarié peut se retourner en disant on m'a autorisé à le faire, alors que lui-même était demandeur de travailler en agilité. Vous êtes d'accord avec cette idée ou pas? Ou est-ce que vous êtes dans une position de neutralité au BCG sur le Code du travail? Moi, sur le Code du travail, je ne m'exprimerai pas. Vous êtes dans une position de neutralité. À découvrir cette enquête qui vient d'ailleurs faire écho à celle de 2020, ce qui vous permet de pouvoir comparer ce qui a évolué, ce qui a baissé, la notion de sens, on l'a évoqué, sur le travail du futur. 588 DRH interrogés de différentes taille d'entreprise, on ne l'a pas précisé, mais il n'y a pas que des grosses entreprises, il y a aussi des entreprises de taille moyenne. Merci à Audrey Richard d'être venue, présidente de la NDRH, et vous l'aurez compris, DRH par ailleurs, évidemment, dans son quotidien. Romain Gaillac, merci d'être venu, principal ou chef projet senior, je l'aurais bien dit, du BCG. Et études, enquêtes à découvrir sur les sites respectifs de l'ANDRH et du BCG. Merci d'être venu nous éclairer sur les DRH et leurs fonctions très complexes. Et on termine par fenêtre sur l'emploi. On parle de recrutement. Bah oui, c'est logique. Fenêtre sur l'emploi pour parler évidemment recrutement, recruter autrement sur les réseaux sociaux, et on va en parler avec Gauthier Bailleul, fondateur d'Hippolyte RH. Alors d'abord, double question, Hippolyte RH, pourquoi? Alors, pour 2 choses. La première, c'est que je voulais appeler mon fils comme ça et mon épouse. Et c'est votre bébé en fait. Et c'est mon bébé, et c'est moi un bébé que je votre deuxième enfant en fait. C'est mon 3e du coup, mais que je cultive de jour en jour. Et puis il y a ce sentiment de puissance et d'assistance auprès de recruteurs aujourd'hui qui en ont grandement besoin. Et puis c'est vrai que c'est tout à fait reconnaissable, Hippolyte RH. Un mot sur votre parcours, c'est intéressant parce qu'on reçoit beaucoup de jeunes entreprises. Vous êtes une jeune entreprise. Comment on invente, comment on crée? On va revenir évidemment sur votre modèle, mais comment on bâtit une stratégie pour arriver à Hippolyte RH? Alors, si vous voulez, j'ai une formation école de commerce plutôt traditionnelle, avec quelques années en tant que salarié dans des groupes comme IBM, plutôt une formation mixte commerce et développement. Derrière, première création d'entreprise il y a 7-8 ans maintenant, quitter Paris,
rejoindre la province. Bien avant la crise Covid. Bien avant la crise Covid, un peu précurseur là-dessus. Et démarrage d'une activité de développement informatique et sectoriel. Le premier secteur qui nous a fait confiance, c'est le recrutement, les ressources humaines. Donc du coup, on a bâti des outils de mobilité interne, des outils de bourse emploi interne, des outils, des portails de recrutement. Et puis, de fil en aiguille, on a monté de l'expertise sur ces thématiques RH. On a agrégé énormément de data, donc de données à la fois sur les besoins des entreprises, sur les compétences des collaborateurs. Et puis, de fil en aiguille, on a monté ce modèle d'Hippolyte, qui est une stratégie de sourcing un peu différenciante par rapport à ce qui se fait habituellement. L'idée, c'est que vous allez sourcer sur l'ensemble des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut l'outil informatique, excusez-moi, qui aille absorber par des items, par des mots-clés, encore une fois. C'est ça l'idée. En fait, l'idée, ça va être de sponsoriser, de valoriser à la fois la marque employeur de nos clients. Donc la projeter sur les réseaux. Exactement. La projeter sur les réseaux, sur les différents réseaux sociaux. Valoriser cette marque employeur et valoriser les opportunités de poste de nos clients. Bien sûr, on ne va pas aller spontanément sur tous les réseaux sociaux en fonction des cibles de nos clients. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'aller pousser des opportunités auprès de candidats cœur de cible, des candidats qui peuvent être passifs, c'est-à-dire qui ne sont pas spontanément à la recherche d'un emploi. Mais parce qu'ils le voient passer. Mais parce qu'ils le voient passer, à la manière du e-commerce, à la manière d'une stratégie de ciblage. C'est ça. De valoriser ces opportunités de poste. Le candidat devient un produit. Et le candidat devient en tout cas un prospect. Un prospect. Devient un prospect. Qui voit passer un produit. Exactement, qui voit passer un produit, qui permet de se projeter dans un poste, d'avoir des opportunités qui viennent à lui, ultra ciblées, et du coup de spontanément se dire et pourquoi pas. Aujourd'hui, on a une pénurie, voilà, vous l'évoquiez. Colossale. On a, au dernier trimestre 2021, on a plus de 300 000 postes ouverts qui ne trouvent pas preneur en France. Ça a progressé d'ailleurs. C'est encore augmenté, voilà. Encore augmenté. Donc, ça ne cesse d'augmenter. On a une tension qui est, peu importe le secteur, peu importe les typologies de profils recherchés, peu importe les zones d'emploi, des tensions qui sont colossales sur des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, le service à la personne. Et donc les recruteurs doivent innover dans leur stratégie de recrutement. Et surtout sur une population peut-être un petit peu plus jeune qui passe énormément de temps sur ces réseaux sociaux, qui sont habitués à l'immédiateté et l'instantanéité, du tout de suite, et de recevoir plutôt que d'aller tirer l'information. Comment vous vous situez on a parlé tout à l'heure au début de l'émission des Indeed, de ces, vous vous situez comment par rapport à ces énormes plateformes? On est vraiment dans un aspect complémentaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme de concurrence avec Indeed. Indeed va toucher des candidats qui sont en recherche active. Eux, ils cherchent et ils se disent c'est Indeed parce que j'ai trouvé mon bonheur. Ils vont sur Indeed tous les matins, voir les positions ouvertes. Nous, on est vraiment dans une démarche de candidat passif ou qui ne va pas spontanément, justement, quotidiennement sur ces pages carrières ou ces plateformes. Alors Gauthier, j'ai envie de dire, pour rentrer un peu dans le détail de votre métier, parce que vous vous situez comme un recruteur, c'est quoi votre métier concrètement? C'est d'avoir le meilleur ciblage, c'est de toucher les meilleurs profils? Parce que c'est ça l'enjeu en fait. Il y a plusieurs métiers dans notre métier. Il y a un métier effectivement d'expertise, de data et de réseaux sociaux. Donc d'expertise au niveau de publicité, de comment faire la publicité, quels sont les messages qui vont être impactants, quels sont les visuels, les vidéos. Aujourd'hui, on fait beaucoup de promotions de vidéos très courtes, moins de 12 secondes. Au-delà de 12 secondes, en fait, vous perdez l'attention du candidat prospect. Donc c'est terrible. C'est terrible, mais on est dans cette culture d'instantanéité, de rapidité, de tout de suite. Donc, il faut s'adapter. Une vidéo de moins de 12 secondes et un message qui vous éclate au visage. Exactement. C'est-à-dire que la marque de l'entreprise, exactement. C'est ça. Exactement. La marque, quoi, la promesse, quelle est la valeur et comment je donne envie à des candidats. Donc c'est un mix entre de la tech, puisqu'on est vraiment dans la tech pure, oui, mais en même temps dans de la communication traditionnelle, c'est-à-dire quel mot utiliser, quelle couleur, quel graphisme. Ça c'est aussi c'est de la créa en fait. Exactement. Donc il y a la double casquette, il y a à la fois la casquette tech pour toutes les audiences, les algos, et la casquette accompagnement conseil. Nos clients sont aussi très demandeurs de conseils sur les messages, les visuels à utiliser, comment modéliser, comment donner envie, comment passer... Oui, vous avez l'expertise aussi pour leur dire attention, ça c'est pas la bonne police, c'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon réseau. Exactement. Vous ciblez quoi? C'est Insta, TikTok, enfin j'imagine tout ce qui peut toucher les jeunes salariés? TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, évidemment LinkedIn. On va sur des réseaux YouTube, Reddit, Spotify. On fait des spots aussi audio pour nos clients. Donc c'est assez diversifié. On va vraiment là où sont nos candidats, les candidats attendus par nos clients. Vos clients, ils sont nombreux, des entreprises de services, des banques en ligne, tout à fait. Des grandes entreprises comme Vinci, par exemple, qui sont des conglomérats qui font plein de choses. D'abord,
l'entreprise a été créée en 2020. Vous avez déjà un premier retour tableau de bord, ils vous disent ouais, ça fonctionne. Comment on a la rentabilité, le métrage de ce que vous faites là? En fait, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu, de notoriété, de valorisation. C'est ça. Donc, on existe. On existe. Voilà. Et ce qui est très important pour nos clients aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'ère d'une tension extrême, un candidat va avoir besoin d'être irrigué de messages et de notoriété. Ensuite, le deuxième point, c'est la conversion. In fine, le métrique, c'est l'embauche derrière et le nombre de candidats qu'on a. Ils vous disent, nous, on n'a pas embauché. Hein. C'est ça. Où on a embauché. Où on a embauché, exactement. Et combien on a embauché. Et on a un ROI de la campagne. Et donc, nos clients, aujourd'hui, nous font confiance. On a un peu plus de 400 clients aujourd'hui. Et on alors, le ROI, c'est intéressant, c'est un acronyme très important, ça, dans la fonction RH. Ça veut dire quoi, le ROI? La rentabilité, le nombre d'embauches versus le budget que j'ai dépensé. C'est ça. Pour atteindre. J'investis tant dans votre campagne. Exactement. Et dans votre stratégie. Exactement. On vous paye, et puis après, derrière, j'ai combien... X embauches. C'est ça. Exactement. Et le ROI est bon? Le ROI est très bon sur différents secteurs d'activité. On teste sans cesse de nouveaux secteurs, puisque aujourd'hui on adresse donc service à la personne, on recrute des développeurs, on recrute des techniciens, on recrute des experts comptables. Oui. Les fameux talents en fait, c'est ça, c'est-à-dire que on va pouvoir forcément cibler une personne sur au moins un réseau social. Forcément. D'une manière ou d'une autre. Il est sur un de ces réseaux. Aujourd'hui, c'est 1h36 en moyenne. Vous n'avez pas parlé de Facebook? Alors Facebook, si, un peu. Tout dépend des typologies de profils. Parce que ça a vieilli, Facebook. Pas des jeunes. Pas des jeunes. Ah bah clairement pas. En fait, les jeunes utilisent Messenger, mais plus du tout Facebook. Exactement. Par contre, des profils techniciens de maintenance aujourd'hui qu'on recrute pour différents clients, on va en trouver énormément sur Facebook. Des chauffeurs, des conducteurs. Donc c'est passionnant, il y a une sociologie des réseaux sociaux. Exactement, complètement. Bon message, bonne audience, bon moment. La suite de votre aventure, parce que Hippolyte est né en 2020. Vous accélérez, vous dites on continue, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, on doit doubler la taille de la structure. Aujourd'hui, on est 20 collaborateurs, on doit passer à 40 d'ici fin d'année. On a démarré l'international, on a des pilotes dans 3 pays, enfin même un peu plus que des pilotes, des clients dans 3 pays, Europe, donc avec Portugal et Espagne, et des clients au Maroc. Donc ça veut dire que vous faites le pari que le recrutement ne sera plus jamais comme avant. On l'a évoqué tout à l'heure sur les DRH. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens sont des geeks et voient passer l'annonce, la trappe, comme ils peuvent voir passer une promotion sur un canapé. Enfin, Mais il ne faut pas oublier que les jeunes d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain, les salariés de demain. Les jeunes aujourd'hui sont ultra connectés. Donc ils iront trouver leur emploi sur Internet. Que l'emploi, que les propositions d'emploi viennent à eux, ils n'iront même pas forcément chercher. Et ça, c'est une vraie croyance. C'est des enfants gâtés quand même. Hein. C'est des enfants gâtés, mais on cultive ça aussi depuis quelques années. La Covid a encore exacerbé ces usages. Les audiences des réseaux sociaux ont explosé. Et c'est vrai. Nouveaux entrants type TikTok qui a tout explosé. Colossal. Et j'ai la croyance que ça va ne faire que se prolonger. Donc votre ciblage et votre cible par rapport aux entreprises, c'est la cible de ces jeunes, millénium, génération Z, qui en fait du matin au soir sont connectés sur Insta et travaillent et au fur et à mesure vont se dire bah tiens c'est vachement intéressant, j'appelle. Juste d'un mot avant de nous quitter, ça veut dire que le collaborateur ou le prospect, on va lui demander mais comment tu as eu l'information? Il faut bien qu'il explique qu'il l'a eu par votre réseau. Il y a comme ça qu'on peut savoir si c'est vous qui avez... Dans notre process, si vous voulez... Le premier enjeu, c'est l'intérêt, la valorisation. Une fois que je suis intéressé, je clique et je suis en conversation avec un assistant conversationnel. Et donc ça code... et qui préqualifie la candidature. Et du coup, vous n'avez pas ce formulaire pas très responsive, insupportable où il faut se créer un compte et ainsi de suite pour postuler. Exact. Et donc là, on propose une expérience fluide et innovante aux candidats, ce qui valorise encore plus la démarche. Ça, c'est un argument évidemment de vente aussi. Il n'y a pas le truc à remplir et tous les codes à garder. Insupportable. Copier, coller, c'est une horreur. Aujourd'hui... Merci Gauthier Bailleul. Merci d'être venu avec votre troisième enfant, Hippolyte RH, créé en 2020, qui est on l'aura compris, une plateforme qui recrute et qui donne de la visibilité aux entreprises sur les réseaux. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe, évidemment, Lauriane Bouet à la réalisation. Je remercie Héloïse pour le son, je remercie Fanny Griesmer, évidemment, et je remercie Carla pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien, évidemment. Bye bye.